Madame Nédélec. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, en préambule, je me joindrai aux remerciements qui ont été exprimés par mes collègues concernant la procédure de concertation qui a prévalu tout au long de l'élaboration des rapports qui nous sont soumis aujourd'hui. Je m'exprimerai sur la feuille de route énergétique. Dans une région fortement importatrice d'électricité, puisqu'elle ne produit, comme vous l'avez rappelé, que 22% de sa consommation, la transition énergétique revêt une importance cruciale. Bien que la position du Front National sur ce sujet ne soit pas très connue, car les médias l'enferment volontiers dans un précaré sécuritaire et migratoire, nous prônons également une transition énergétique et écologique. Mais avec une autre vision que la vôtre, Monsieur le Président, car menée sous la houlette d'un État stratège et indépendant, non assujetti aux diktats de l'Union européenne. Une transition énergétique non dépendante également des financements européens, dont le versement ne nous paraît pas pouvoir être garanti dans les prochaines années. La transition énergétique est un facteur essentiel de renforcement de la souveraineté nationale. Elle est indispensable. D'abord, pour diminuer notre consommation d'énergie fossile, qui consacre notre dépendance vis-à-vis de l'Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes unis, puisque la production nationale ne couvre qu'1% de nos besoins. Nous ne parlons pas là de choses anodines. Le pétrole saoudien représente actuellement 21% du total de nos importations pétrolières et on mesure ainsi notre dépendance énergétique aux pays du Golfe qui ne saurait évidemment se manifester sans implication géostratégique forte, aiguillant partiellement notre politique étrangère en général et notre relation au monde arabe en particulier. Cette transition énergétique, elle est indispensable d'autre part pour que la France, dans ce 21e siècle de profonde mutation, participe à sa mesure, celle d'une puissance mondiale et d'équilibre, à enrayer les dérèglements climatiques qui affectent désormais notre planète. À ce titre, sans bien sûr remettre en cause la réalité de ces changements qui affectent le climat ces dernières décennies, nous émettons certaines réserves quant à l'hypothèse chiffrée de réchauffement climatique que retient votre feuille de route. Nous préférons largement les termes de dérèglement climatique, face auxquels notre région est assurément vulnérable par sa géographie et également par l'attractivité des zones littorales, phénomène quasi universel qui accentue la concentration des populations sur des zones à risque. Au-delà de ces généralités, certains points de la feuille de route qui nous a été présentée ont particulièrement retenu notre attention. Dans le premier pilier, vous vous engagez à développer la production d'énergie renouvelable. Force est de constater que parmi celles-ci, l'éolien terrestre a occupé une place de choix lors des précédentes mandatures. En effet, les Pays de la Loire disposaient, selon les chiffres de l'ORES au 1er janvier 2015, de 577 millions de watts installés, 62 parcs installés et raccordés sur un total de 97 parcs autorisés et 20 parcs encore en cours d'instruction. Et elle se plaçait ainsi au 7e rang des régions françaises. Il nous semble que l'éolien terrestre va atteindre d'ici peu ses limites dans notre région, notamment en raison des difficultés liées à l'acceptabilité des projets par la population dans un contexte d'habitat dispersé. Ces résistances ont pour conséquence des délais de réalisation longs, d'après ce que j'ai lu, de l'ordre à 6 à 8 ans. Ne doutons pas que si les riverains s'opposent de plus en plus fréquemment au projet, la population dans son ensemble se lasse de voir ces paysages parsemés de parcs éoliens de plus en plus nombreux. Un investissement excessif dans cette forme particulière d'éolien, en plus de restreindre le potentiel de notre transition, irait manifestement à l'encontre de la volonté d'une partie importante des Ligériens. C'est d'ailleurs pourquoi nous préconisons l'organisation de référendums locaux en préalable à la mise en place de toute nouvelle éolienne terrestre. Précisons à ce titre, pour que la position du Front National ne soit pas caricaturée, que nous faisons bien la distinction, tant en potentiel économique et écologique qu'en capacité de nuisance entre éolien terrestre, éolien en mer et éolien flottant. Saurez-vous à l'avenir, Monsieur le Président, mieux résister aux pressions des promoteurs de l'éolien terrestre au profit d'une véritable diversification de notre bouquet énergétique? Vous indiquez que la région appuiera tout particulièrement les projets d'énergie marine
soulignant le potentiel de la région et les possibles retombées en termes d'innovation et d'industrialisation. Nous serons attentifs à ce que ce cap soit maintenu. Toujours dans le domaine des énergies renouvelables, nous distinguons deux axes à soutenir fortement. D'une part, les projets photovoltaïques d'autoconsommation qui assurent l'indépendance et la sécurité énergétique au moins partielle des porteurs de projets. Les évolutions tarifaires et techniques dont le compteur électrique intelligent Linky qu'EDF ENR s'engage à poser de manière anticipée chez les autoconsommateurs rendent de plus en plus intéressante ce type d'installation. Nous avons d'ailleurs déposé un amendement visant à renforcer le budget affecté à cette action. D'autre part, nous soutenons aussi la méthanisation par la constitution préférentielle de petites unités en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Si le nombre de sites de production augmente régulièrement depuis 2000, le potentiel régional reste très insuffisamment exploité. Avec une quarantaine d'installations sur la région, le bilan nous apparaît encore dérisoire et le potentiel important. La méthanisation peut de plus présenter un intérêt économique pour nos agriculteurs, dont nul d'ici n'ignore les difficultés. Enfin, nous observons de nouvelles perspectives pour la centrale de Cordemais, dont la fermeture fragiliserait la production électrique régionale, avec ce projet d'expérimentation de la biomasse. C'est un point positif. Nous attendons donc la concrétisation de cette mesure. Sur le pilier 2, s'agissant de la rénovation énergétique des bâtiments, vous fixez comme objectif la réhabilitation thermique de 100 000 logements privés, soit à peu de choses près 10% des 1 100 000 logements privés construits avant 1990 que compte la région. La région a fait le choix d'aider directement, par le biais du mécanisme de l'aide régionale aux économies d'énergie, AREP, les foyers les plus modestes. Mais les incertitudes demeurent sur la capacité des ménages moins modestes, voire aisés, du moins au niveau de certains. Je crois me souvenir que pour M. Hollande, on est riche avec 4 000 € de revenus mensuels, à financer les travaux nécessaires. Les propriétaires privés sont perdus dans une réglementation confuse, découragés par des modifications fréquentes des dispositifs fiscaux, pressurés par une fiscalité locale de plus en plus lourde, surtout dans les métropoles. Ces difficultés ne peuvent, à notre avis, se résoudre dans le seul cadre régional. Tout au plus peut-on tenter d'y pallier, sans certitude de réussite. Pourtant, la réhabilitation thermique du parc immobilier est un enjeu majeur à l'échelle individuelle, confort, fin de la précarité énergétique, comme à l'échelle collective, réduction des consommations et des pollutions, emploi. Dans ce domaine également, seule une volonté nationale forte pourra mettre en place un plan national pour l'isolation des bâtiments, avec par exemple des prêts à taux 0% à 20 ans pour tous, ménages, entreprises, administrations et collectivités. J'espère sincèrement que nos concitoyens trouveront encore les ressources pour relever ce défi. Pour ce qui concerne le pilier 3, développement de la mobilité durable, certains manquements de notre feuille de route pèsent d'un poids qui, nous le craignons, sera préjudiciable à l'avenir. Le présent document nous semble reproduire en modèle réduit certains manques de la loi transition énergétique de 2014. Ainsi, celle-ci ne disait pas grand-chose du ferroutage, c'est-à-dire des autoroutes ferroviaires, et notre feuille de route fait de même, le reléguant à la portion congrue, alors qu'il s'agirait pourtant d'une voie d'avenir pour nos transports de marchandises au service d'une écologie concrète. Enfin, nous regrettons la prédominance accordée à la voiture électrique au détriment de la voiture à hydrogène, simplement citée à titre d'expérimentation. Nous ne sous-estimons pas du tout la difficulté de l'exercice, mais la voiture à hydrogène est aujourd'hui techniquement fiable et même plus efficace que la voiture électrique, car dotée d'une autonomie supérieure. Des véhicules sont commercialisés, mais le modèle économique ne pourra devenir rentable qu'à partir de commandes de masse susceptibles de faire baisser les coûts. Par ailleurs, la France est en retard. Les informations début 2016 qu'une dizaine de stations à hydrogène
trop peu pour convaincre les particuliers de s'engager, et à ma connaissance, aucune en Pays de la Loire. Là aussi, seule l'intervention d'un État stratège pourra assurer le développement massif des voitures à pile à combustible et des stations à hydrogène. Cela nous paraît d'autant plus dommageable que nous courons le risque que l'industrie automobile japonaise ne se place en situation de monopole ou quasi-monopole sur ce secteur. Enfin, paradoxe, la banalisation de la voiture électrique contribuera à diminuer les recettes de la région, puisque cela générera une diminution de la TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui est perçue. Les régions les plus vertueuses se trouveront ainsi pénalisées. C'est une belle abnégation, Monsieur le Président, dont vous faites preuve. Réhabilitation thermique des bâtiments, véhicules hydrogène, deux secteurs parmi d'autres où nous constatons encore le handicap que constitue l'affaiblissement de l'État, qui seul pourrait intervenir à l'échelle nationale pour soutenir massivement ces marchés. Nos concitoyens payent le prix de décennies de mauvaise gestion et d'abandon des prérogatives nationales aux mains de la technocratie bruxelloise. Je vous remercie de votre écoute. Alors, écoutez, je propose maintenant peut-être à Laurent Géraud de répondre, mais rapidement, aux quelques interpellations qui lui ont été faites. Puis ensuite, ce sera le président Perrion qui reprendra la barre. Merci, Président. D'abord, en chapeau, je voudrais remercier les propos de Lydie qui montrent la cohérence entre, Lydie Bernard, la cohérence entre les différentes politiques et surtout la complémentarité. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de constituer un pulse et au travers l'ensemble des outils qui ont été votés depuis un an, voir quelle région nous construisons. Le fameux « tout est dans le tout » là, que j'entends parfois dans les remarques qui ont été faites, finalement aboutit à rien. Malheureusement, on l'a vu au regard si on fait le bilan de certaines politiques que vous avez évoquées. Je vais répondre rapidement à Madame Nédélec. Vous vous trompez d'hémicycle. Vous passez votre temps à dire l'État stratège. Mais là, je vous rappelle que vous êtes au Conseil régional. Alors après, vous avez un argument en termes de politique énergétique, c'est le tout énergie marine. Marquez, ça ne m'étonne pas. Mais à part cela, il n'y a pas grand-chose, franchement. Et puis, en revanche, je dirais une chose sur... il faut avoir le courage, là aussi. Je pense que les élus, les acteurs du territoire doivent avoir le courage de cette ambition. Si, effectivement, la question climatique, la question des gaz à effet de serre, la question énergétique est un enjeu majeur, ayons le courage sur nos territoires de porter l'investissement sur l'éolien, sur le solaire, sur la méthanisation, le mix énergétique. Mais ce n'est pas en éloignant la production ENR, en le mettant au large, qu'on arrivera à quelque chose et aux objectifs qu'on s'est fixés. Vous êtes complètement trompé sur l'hydrogène. Votre remarque sur l'hydrogène, c'est vraiment ne pas entendre ce qu'on a dit. Au contraire, la région a été leader, s'est positionnée, on a été retenu dans le cadre d'un appel à projet Nouvelle France industrielle et on est territoire d'hydrogène. Donc c'est bien parce qu'on s'est mobilisé sur ce sujet qu'on a été retenu au mois de septembre dernier.